Et je vous propose donc de poursuivre notre réflexion avec le professeur Reynald Brizet, avec Monsieur Reynald Brizet, que j'invite à me rejoindre. Alors, vous êtes maître de conférence en psychologie sociale à la faculté de psychologie de Nantes. Et avec votre regard de psychosociologue, puisque tout est OK entre nous, on avait vu ça ce midi. Ça marche pas. Si ça va marcher, vous allez voir. Attendez. C'est là qu'il faut appuyer, je pense. Voilà. J'arrive. Donc, Reynald Brizet, vous nous proposez une réflexion autour d'une idée forte, le DITEP, la préoccupation continue ou le refus d'abandonner. Et je rappelle le numéro de téléphone pour les questions qui auraient lieu de poser à la suite de votre intervention. Merci. Alors en fait, ça arrivera sur mon téléphone privé, toutes vos questions. J'apparais. Bon, tout ça c'est pour vous dire tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais tout ça c'est fini. Mais c'était important quand même, donc j'ai longtemps dirigé des formations dans le champ qui est le vôtre, des formations de directeur. J'en ai déjà repéré quelques-uns dans la salle. J'ai même déjeuné avec un de mes anciens. Enfin, c'est terrible. Quand on m'a proposé cette conférence, j'ai reçu un coup de fil, non peut-être un mail d'abord, d'Armel, et puis après on a discuté, puis on m'a donné le thème, donc j'avais le texte inducteur, et puis je me suis dit, oh là là, heureusement l'île, j'adore, mais le Caire, voilà, c'était une interrogation. Est-ce qu'il s'agit d'un élément de langage de plus? On va voir que je vais en revisiter plusieurs. Ou est-ce que on peut en faire une orientation théorico-pratique possible, peut-être même souhaitable? En tout cas, j'étais préoccupé, on va dire, de cet anglicisme-là. Mais ça venait avec ma réflexion à propos de l'émergence du Caire, puisque vous savez que ce terme, en fait, il est réapparu ici à Lille, dans le langage politique. C'est donc ici qu'on a vu ressaisi la question du Caire par Martine Aubry, qui ensuite l'a refilé à Madame Royal, qui va en faire un des thèmes de sa campagne présidentielle à propos de cette société du Caire. Mais tout ça, ça vient des États-Unis. Ça a mis 20 ans à traverser, comme à peu près toutes les autres questions. Ils doivent arriver à la rame, les Américains, chez nous, parce que ça peine. Mais voilà, je vous donne une référence, c'est une référence que je remettrai bien sûr dans les documents écrits qui joindront ma conférence. Les éléments de langage de plus, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Il y en a un qui m'est cher, puisque je suis censé être un spécialiste de cette question de l'autonomie. C'est bizarre, parce que quand on entend aujourd'hui parler d'autonomie, on nous la propose d'abord comme un État. On deviendrait un jour autonome, et puis un état étrange d'indépendance que le sujet devrait obligatoirement atteindre. Mais d'une certaine manière, dans cette discussion-là, c'est une façon de se débarrasser de vous, quoi. Devenez autonome et venez pas nous embêter en demandant de l'aide, de l'assistance. Soyez autonome. On a celui-là, la résilience. Alors c'est bien parce que Cyrulnik vient de répondre. Il a mis le temps, mais il a fait une mise au point que je vous conseille de lire pour dire ça suffit. J'en ai marre de voir ma résilience dans les pubs. Même le papier toilette aujourd'hui est résilient. Dans le discours politique, bon, mais la résilience, en tout cas ce qu'on peut en penser, c'est que c'est ni le renoncement,
ni l'oubli. Et que donc, peut-être qu'il faut parfois aussi parler d'autre chose, de résistance et aussi de lutte. L'empowerment, alors c'est un concept, si on le regarde d'où il vient, enfin, c'est une apparition tout à fait intéressante et passionnante, mais on en a fait une espèce de truc mou, là. Moi, j'appelle ça du flan. Comme si on voulait éviter de poser la question essentielle, je vais y revenir dans mon propos, celle du pouvoir du sujet, et de poser la question du pouvoir du sujet sur le terrain politique, c'est-à-dire à propos de l'état des rapports sociaux, et pas simplement comme une espèce de caractéristique individuelle que vous auriez ou pas, ou qu'il faudrait avoir. Et puis le dernier, l'autodétermination. Alors j'ai écrit qui me semble parfois être une version revisitée, comme les à Top Chef, là. Une version revisitée de la morale de la volonté, voire du goût de l'effort. Mais aussi un petit truc que je vais expliquer, comme une tentative parfois aussi, dans certains usages de cette notion, d'effacer l'impact des déterminismes sociaux. Autodéterminé, en anglais, ça se dit self-made man, l'homme qui se fait tout seul. Alors je vais vous montrer que nous les humains, là, a priori ici, il n'y a que des humains dans la salle, bon, à l'exception de quelques-uns, mais globalement, il n'y a que ça. Mais je vais discuter ça d'abord. Je voudrais faire une explication de texte à propos du sujet ordinaire. Je me décris comme un militant du sujet ordinaire, c'est-à-dire du sujet qui peine à être autonome, résilient, autodéterminé, plein de capacitudes. Non, des sujets comme vous et moi, là, c'est ce que j'ai aimé dans le propos précédent, c'est de nous rappeler ça, c'est qu'on a affaire à des sujets qui sont à moitié en place. Winnicott, il disait suffisamment. Alors, il rajoutait bon pour la question du soin, mais le mot suffisamment, il est probablement le plus intéressant. On ne sera jamais que suffisamment autonome, mais c'est déjà pas mal. On ne sera jamais suffisamment équilibré. Quant à être complètement équilibré, en arrivant ici dans le hall, j'ai vu des gens avec des boas. Alors là, j'ai eu un doute. J'ai même essayé un boa. Yann Vary-Magret m'a pris en photo. Il a aussitôt envoyé la photo à ma femme. Puis après, j'ai vu plein de boas. Des jolies couleurs. Il y a un jaune. J'ai pas réussi à lui piquer. Mais je me suis dit, sujet équilibré. La question, c'est bien de dire sujet, mais ça veut dire quoi? Alors déjà, je vais aller très vite, là, mais ce qui est sûr, en tout cas pour moi, c'est qu'on n'est pas des créatures. Les créatures, c'était, il fallait une transcendance, il fallait qu'on soit en quelque sorte le réceptacle de ce qu'elle avait décidé pour nous. C'est l'idée du droit chemin et l'idée que finalement il faut se tenir dans ce droit chemin. On n'est pas des acteurs. C'est un terme qui a eu beaucoup de succès, mais on ne joue pas. On est sur une scène en tout cas, qui s'appelle la vie, et on n'a pas
un rôle qu'il s'agirait de dérouler. Donc, acteur de sa vie, ça ne me plaît pas. Pire, auteur de sa vie. Moi, j'ai essayé d'écrire la mienne, mais pas de bol, quoi. J'ai loupé le départ. Je suis né dans une famille pauvre, nombreuse, avec en plus une sœur handicapée. Alors c'est vrai que si j'avais été auteur de ma vie, je ne me serais pas fait chier. J'aurais fait un truc plus... Personne. On est des personnes. Alors on va voir que ça c'est vrai, mais dans un seul registre pour moi, c'est du côté du droit. Ça c'est bien qu'on soit des personnes, parce que si on n'était pas des personnes de droit, on serait dans un autre système. Mais bientôt, dans un grand pays, la plus grande démocratie du monde, on va supprimer les personnes. Mais le mot « personne », il est génial. Vous connaissez peut-être l'étymologie. Ça vient de persona. Ça veut dire littéralement « sonner à travers ». Et ça désigne au départ le masque du théâtre antique, qui était équipé, vous voyez, d'un porte-voix. Moi, je n'ai pas trop besoin de porte-voix. Mais... Donc, ensuite, le sens va évoluer. Au départ, ça désigne le masque, ensuite ça va désigner le rôle que joue l'acteur, et à la fin, ça va désigner l'humain qui est derrière et qui joue le rôle. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que dans le théâtre antique, on n'apparaissait jamais sous ces traits réels, puisqu'on était obligatoirement porteur d'un masque. Alors que chez nous, vous voyez, nos acteurs, là, comment il s'appelle celui qui est mort, là il y en a plein, mais... Delon. Dès qu'il arrivait, il jouait Delon. Ça, c'était bien, il y avait une collusion entre le sujet et l'acteur. Mais ça a conduit à cette théorie-là, qu'on retrouve encore fortement présente dans l'esprit de beaucoup, c'est que nous serions des personnes, un mois, engangués dans des rôles sociaux, tous les rôles qui constituent notre insertion, et que, on serait sauvés, parce qu'il existerait au milieu de tout ça le vrai moi. Le social aurait en quelque sorte cette fonction de masquer notre vérité. En se débarrassant de ces rôles sociaux, on retrouverait le chemin de la vérité de soi. Ça a fait vivre les psychosociologues des années 70 à 80 richement, en proposant des stages de reconnexion avec votre moi vrai. Moi, j'ai creusé. Alors, vous allez dire, avec le volume que je fais, évidemment, j'y suis allé à l'appel. J'ai creusé, je me suis dit, je vais bien finir par le trouver, ce foutu moi vrai. Puis, j'ai rien trouvé. Alors, je me suis dit, ça ne doit pas être ça, la bonne explication de ce que c'est qu'un humain. On m'en a proposé une autre, on m'a dit, c'est un individu. Alors là, comme je suis, c'est vrai, j'ai fait latin et grec à assez haut niveau, ça m'a intéressé. Individu vient de indivis, littéralement signifie non divisé. C'est la traduction latine du grec, atome, qui signifie littéralement atomos. Tomos, c'est l'action de couper, qu'on ne peut pas couper. Alors ça nous présente, nous les humains, comme entiers, une entité. Et là, on va voir que ça dérape tout de suite, quoi.
Il y a bien sûr ce mot-là, être, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Dommage, parce que celui-là, il faut s'y intéresser. Parce que l'être, c'est nous, en tant qu'événement du réel. Je vous jure que vous êtes des événements du réel. Si j'essaye de passer à travers vous, ça cogne. Il y a une masse. Alors, chez certains, c'est une masse. Mais il y a quelque chose qui est là, qui résiste. Donc, il y a bien du réel. Alors, évidemment qu'il faut s'intéresser à l'être aussi. Et puis ensuite, au sujet. Car aucun d'entre nous n'est réductible à la masse qu'il représente dans le réel. Quelque chose d'autre se présente. Et là, ça nous amène à ce super concept, celui de sujet. On est des sujets, on vit avec des sujets, on travaille avec des sujets. En français, le mot sujet, il a 3 sens. D'habitude, je demande à mes étudiants d'essayer de les deviner et tout ça, et je propose des points supplémentaires pour ceux qui sont capables. Mais maintenant qu'il y a l'IA, je suis foutu. Ils vont sur le... Parce que le numéro qu'on vous a donné tout à l'heure, en fait, vous accédez à une IA qui posera des questions pour vous. 3 sens. Premier sens, contenu signifiant. Ce qu'on trouve à l'intérieur et qui fait sens. Le sujet du roman, le sujet du film, et pour les étudiants, mais là c'est mon fond sadique, le sujet d'examen. L'enveloppe, vous savez, qu'on déchire, et hop, on sort la feuille. Et alors là, impasse ou paire. Deuxième sens, c'est au sens politique. Vous avez tous vu ce superbe film ridicule, et on voit une scène où le roi a demandé à rencontrer le personnage principal du film, qui est un petit comte de province, mais qui a commencé à faire sa place à la cour parce qu'il manie l'humour avec beaucoup d'élégance et de pertinence. Et le roi donc le croise, tout ça bien sûr est préparé, et il demande donc à Gamblin qui joue ce rôle-là, le comte, « Monsieur, on me dit que vous avez bel esprit. Faites-moi un trait au sujet du roi. » Et il répond, « Sire, le roi n'est pas un sujet. » Alors là, clap, clap, le roi est content. Ce sens-là, le roi avait des sujets. Sujet veut dire celui qui est soumis à quelque chose, qui lui préexiste et qui va peser sur lui. On va voir que nous, c'est des idéologies, des représentations. Le sujet est assujetti. Mais il y a le troisième sens, celui qui vous a fait suer à l'école, le sens grammatical, le « je ». Ça commence par ça pour un sujet. C'est tardif d'ailleurs, car il accédera à la possibilité de dire « je ». C'est dingue, quoi. Il lui faut quand même plusieurs mois. Les lapins sont beaucoup plus rapides. Vous allez me dire, ils ne parlent pas. C'est vrai. Enfin, sauf de temps en temps, quand vous avez un peu trop consommé certains produits. Ah, je vous jure, si les lapins commencent à parler autour de vous, c'est qu'il est temps d'arrêter la bière. J'ai été accueilli ici à Lille par le propriétaire de l'appartement que j'ai loué et qui s'appelle Jean-Pierre. Et il nous a appelés sur la route en disant « Je ne peux pas vous accueillir à l'appartement parce que je suis au bistrot et je suis rendu à ma 7e bière. Est-ce que vous pouvez passer au bistrot récupérer les clés ?»
Alors, j'ai décidé de le rebaptiser Jean-Bière. Ils sont accueillants, ces Lillois. Oh, les petits bois, bourrés à la bière, c'est le top. Sujet donc, contenu signifiant, ça c'est, voilà, on a devant nous un sujet, c'est-à-dire un humain présent, dans sa présence, mais cette présence, elle résulte d'une contradiction, toujours présente, toujours là. D'un côté, le sujet est un résultat d'assujettissement, de l'autre, c'est effectivement le point de départ, un centre d'initiative. Et ça donne sujet assujetti, sujet désirant, c'est avec ça qu'on travaille. Sujet assujetti, bougrement assujetti, c'est-à-dire fait sujet par quelque chose qui lui préexiste et qui s'impose à lui. C'est pas une affaire de choix, là. C'est une affaire de mise en place. Une forme corporelle, un sexe biologique. On voit d'ailleurs comment les sujets vont batailler avec cette question. Chercher en tout cas à ne pas rester dans le réel de leur assujettissement, parfois. Et puis, bien sûr, c'est dans l'imaginaire inconscient. Il y a toujours un enfant qui vous a précédé, l'enfant du désir. Tous les enfants sont décevants. Vous êtes décevants. Vous avez été décevants. Mais c'est pas grave parce que vous pouvez vous venger éventuellement en fabriquant des enfants ou en prenant un chien. Parce qu'on voudrait tellement être dans cette réplication, en quelque sorte. Alors là, ça loupe tout le temps. Là encore, on n'est qu'à moitié. Et puis ensuite, on est assujetti dans le registre du symbolique idéologique, et là, ça tape fort. On est rapporté, malgré nous, à des éléments de pensée qu'on n'a pas choisis et avec lesquels on ne peut pas ne pas faire. Par exemple, je suis éternellement, désespérément, ardemment athée. Mais sauf que pour être athée, il faut que je sois totalement chargé de l'idéologie de Dieu. Je ne peux pas subjectivement me priver de quelque chose qui ne serait pas là. C'est pour ça qu'on ne peut pas être de gauche. Être étant l'auxiliaire ontologique, celui qui dit que ce serait du côté du réel. Non, non, mon pote. Être de gauche, c'est une façon de parler. Ce que tu peux faire seulement, mais c'est déjà beaucoup, c'est prendre position. Et en tant que sujet, affirmer que tu soutiens plutôt les idées de gauche que d'autres idées. Mais je ne peux pas être antiraciste si je n'ai pas en moi tout ce qu'il faut pour l'être. Je ne peux pas être de gauche si je ne porte pas totalement les éléments constitutifs d'une idéologie de droite. Ça, c'est pas possible. Alors c'est vrai que notre petit sujet, il est du côté du choix. Il va... Voilà ma définition. Sujet veut dire libre de choisir parmi les options qu'on ne choisit pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va voir que parmi les éléments pénalisants d'une psychopathologie avérée, c'est là aussi que ça touche. Ça vient limiter en quelque sorte la possibilité de choix, la liberté de choix. Dans certaines circonstances, le sujet est tellement peu capable de prendre position
qu'il se réfugie dans l'illusion de croire qu'en n'en prenant pas, il n'en prend pas. Ça s'appelle les abstentionnistes. Ils pensent que parce qu'ils n'ont pas voté, ils n'ont pas contribué à l'émergence d'un politique trompeur. Alors que le sujet, il est confronté à... Chaque fois que vous prenez une... Je vais donner un exemple d'assujettissement qui pèse. L'idéologie économique dominante nous a convaincus, et ça c'est la Révolution française, que on pouvait différencier travail et emploi. Le travail, c'est la capacité à intervenir sur le réel pour le transformer et produire des objets qui pourraient contribuer à notre satisfaction. Par exemple, c'est le travail de la terre, de l'argile, quand vous la manipulez, puis vous créez un objet, un cendrier pour papa, pour la fête des pères. Mais bon, il n'y a plus de papa, il ne fume plus, enfin... Mais soyez créatifs. Là, vous êtes dans le travail. Avec vos mains, vous transformez du réel et vous lui donnez une forme que votre désir attend. L'emploi, c'est tout autre chose. L'emploi, c'est l'achat et la vente de votre force de travail. C'est-à-dire que l'emploi... C'est pour ça que quand j'étais petit, mais je m'en suis voulu pendant des années, parce que quand on me demandait de remplir les fiches à l'école, je remplissais, à propos de ma mère, sans travail. 5 garçons, une fille trisomique, un mari ouvrier boulanger, et je la déclarais sans travail. Je n'avais pas compris qu'elle était sans emploi. Alors on est rapporté, nous, en tant que sujet, à cette préoccupation de l'emploi, là. On n'a pas commencé à fonctionner dans le social, que tout le social nous pèse dessus pour dire « mais c'est quel emploi que tu vises ?» Puis si tu veux t'insérer, il faut un emploi. Pourquoi faut un emploi ? Parce que t'es mal né, quoi. Tu serais né dans une autre famille, à un autre endroit. T'en auras vraiment rien à battre d'avoir un emploi. Mais là, tu vois, petite famille de prolos, va falloir que tu songes à ton insertion professionnelle. Mais pensez bien que la catégorie emploi, c'est une catégorie idéologique. Et on est rapporté en quelque sorte à cette angoisse d'avoir un emploi. Parce que c'est ça qui est rigolo dans la psycho, c'est que le principe de l'angoisse, vous le connaissez, mais la manière dont elle s'accroche, ça c'est très culturellement sensible. Aujourd'hui, on a peur de perdre son emploi parce qu'on est dans une société où c'est le moyen principal pour accéder à des revenus et gérer une autonomie suffisante dans le social. Alors, libre de choisir parmi les options qu'on ne choisit pas. Deuxième point important, c'est que le sujet entretient a priori un rapport de méconnaissance avec ces assujettissements. Et ça ne l'empêche absolument pas de pratiquer. Notre boulot, du moins c'est ce que je crois, c'est à certains moments d'aider le sujet à se retourner et à passer de la méconnaissance à la reconnaissance. Ça, c'est pas de moi, c'est de Louis Althusser. Ce retournement du sujet pour dire essaye de comprendre quelque chose. Ça ne signifie pas d'ailleurs que tu changeras de pratique, mais ça signifie que tu pourras éventuellement pratiquer le monde en sachant un peu plus. Et c'est beaucoup. On voit dans le principe de reproduction sociale, auquel on est quand même massivement confronté dans vos établissements,
de voir des jeunes qui viennent de pas tous les quartiers de la ville, et puis qui sont là dans cette répétition d'actes de délinquance, Et puis c'est dingue quand on se dit, mais j'ai un sentiment qu'ils ne comprennent pas Bah oui, mais regardez, quel travail de reconnaissance fait-on aujourd'hui parce que pour moi c'est un des problèmes les plus frappants de la période, c'est l'éducation, On n'a pas assez poursuivi la réflexion sur l'éducation. Par exemple, il y a un truc qu'on n'apprend pas aux enfants, qui leur permettrait peut-être, en grandissant, de mieux comprendre dans quel monde ils vivent et quelle place ils y tiennent. Vous avez remarqué qu'on fait de l'histoire, de la géo, de la musique, de la flûte à bec. Moi, j'ai fait de la flûte à bec. J'étais nul, alors elle me mettait dans le fond, la dame. On apprend plein de choses. Un truc qu'on n'apprend pas à l'école, où on l'apprend très, très tardivement, c'est les principes de base de l'économie. Formation d'un prix. Qu'est-ce que c'est que le prix d'une chose? Puis l'autre truc, sympa, parce que mes étudiants, là, ils abusent aujourd'hui d'un concept essentiel, celui de plus-value. Il y en a, ils osent même me parler de la plus-value associative. On se dit, mais c'est dingue si vous prenez le sens du concept, Et la plus-value, c'est quoi? C'est quand même le moyen de faire marcher une économie dans un certain sens. Alors moi, je serais pour qu'on... Voilà. En tout cas, dans le processus d'accompagnement d'un sujet, j'ai toujours pris pour chemin, j'étais psychologue clinicien au départ, de faire travailler aussi là-dessus. C'est pas que des problèmes d'Oedipe, c'est aussi des problèmes des conditions de vivre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai basculé de la psychologie clinique, sans jamais renoncer à la psychologie clinique, à la psychologie sociale, parce que je voyais bien qu'il me manquait quelque chose dans ma grille de lecture. Deuxième mouvement, ça va là, je peux continuer? Bon, parce que c'est un peu lourd. Deuxième mouvement, c'est cette idée-là. Je voudrais vous convaincre que nous sommes tous et toujours des personnes âgées dépendantes. Alors je reprends personne ici parce que je ne veux pas trop compliquer. Mais des PAD. Vous êtes tous des PAD là. Pas la peine de prendre vos places là. Elles sont déjà réservées depuis le départ. Parce que la dépendance, c'est le constat que loin d'être une entité, un sujet, c'est un peu comme de l'emmental qu'on fait bouillir dans une marmite. Si vous avez vu de l'emmental en train de bouillir dans une marmite, il y a des grosses bulles qui se forment, puis ça fait ploup, puis ça retombe. Vous êtes comme ça. Vous êtes le fromage local, là. Le truc qui... Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il vaut mieux faire que parler de maroilles. J'ai imaginé ce midi, je me suis pris un petit délire, je me suis dit, imagine que le gars qui a fait le menu, il est dans l'idée de faire une tarte aux maroilles. On serait rentré dans le bazar. Un peu comme les chiens, en se reniflant les uns les autres, en disant quand même. Ils ont été malins, ils ont fait du hareng. Mais ils l'ont mis bien salé, parce qu'ils savaient qu'il y avait des cardiaques. Et que ça allait pouvoir réduire le nombre. Il n'y a pas de petites économies à la IRE. Alors notre sujet, il y a des trous. Les trous, ça s'appelle des manques. Donc ces manques,
réclame d'être comblé. Alors, c'est pas compliqué, le concept psychologique, c'est celui d'objet. Donc, il faut trouver des objets qui viennent régulièrement combler les manques. Puis, on a un souci, on va le revoir juste après, c'est qu'on n'a pas la capacité à produire nous-mêmes les objets réducteurs de nos manques, en tout cas pas tous. Alors, on n'a pas le choix, il faut qu'on trouve un... C'est ça l'altérité. Il faut qu'on trouve un autre à côté, là, qui lui détient l'efficience à produire ce petit X. Et puis il faut qu'on arrive à le motiver pour qu'il accepte de nous le refiler. Alors production de X, transfert attendu, objet petit X. Et là, on a deux constats. Chaque fois qu'on est là avec son manque et qu'il faut en passer par un autre pour la réduction de sa dépendance, pour atteindre l'objet de satisfaction réducteur du manque, c'est ça qu'on va appeler la dépendance. Situation de dépendance chaque fois qu'on doit en passer par un autre individuel ou une autre organisation. Ça veut dire que constamment, vous êtes dans cette problématique. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'on demande à l'autre ce transfert d'objet, je dis le mot « demande », on constitue le pouvoir de l'autre. Chaque fois qu'un sujet est en capacité de contrôler l'accès de l'autre à un objet de satisfaction, il détient un pouvoir sur ce sujet. Ça s'appelle, c'est un schéma simple, c'est le schéma du lien social. Le lien social, c'est pas « je t'aime, tu m'aimes ». Le lien social, c'est l'obligation dans laquelle se trouve placé le sujet de devoir en passer par d'autres pour résoudre ses dépendances. C'est pour ça que le lien social suppose toujours nécessairement des jeux de pouvoir. Parce qu'on n'est jamais garanti de savoir comment faire pour que l'autre accepte de transférer cet objet. C'est ça aussi qu'on va retrouver dans la question de la théorie de l'attachement, et puis celle qui évidemment va avec, c'est-à-dire la peur de l'abandon. Plus exactement, l'angoisse d'abandon. On vit dans une réalité sociale psychique qui est très complexe finalement, parce que vous butez sans cesse sur le social, qui va conditionner votre possibilité d'accéder. Alors on continue. Le sujet est toujours dépendant dans beaucoup de domaines de son existence. Avec les étudiants, une fois, on s'était amusé à prendre un lever. Vous vous levez, vous ouvrez les yeux. C'est un petit miracle quand même, quand on se réveille et qu'on reprend contact avec le monde. Mais vous voyez ce qui se passe derrière. C'est dingue. Faut du pain, faut du beurre, faut de la confiture, faut du café chaud. Puis en plus, vous êtes paresseux, faut qu'on vous l'amène au lit. Tout comme ça, quoi. Après, vous avez du poil. Alors vous vous dites, il faut que je me rase. Je vais faire une conf à l'IRE. Ouais, mais là, il faut la bombe à raser, il faut le rasoir, faut... Puis après, vous vous dites, ils vont nous faire du maroilles. Donc, il faut que je pense à me brosser les dents. Une brosse à dents, du dentifrice, du machin. Et puis un peigne pour vos cheveux. Et puis le bouclant, parce que vous êtes amateur de boucles. Puis après, faut aller de la rue Nicolas Leblanc jusqu'ici. Alors, je fais comment? J'y vais en toute indépendance, 22 minutes de marche. Oh, j'ai dit non, je vais jouer la carte de la dépendance. Je vais appeler un taxi. C'est-à-dire que j'ai appliqué cette définition de l'autonomie que je vous propose, qu'on a forgée avec mon complice Christian Chauvigné.
il y a longtemps, 1985, à l'occasion de notre thèse à l'école des hautes études. Oh, ça jette ça, putain, thèse à l'école des hautes études. Capacité à gérer à son initiative ses dépendances. Voilà. Soit par la voie de l'indépendance. Chaque fois que le sujet possède les moyens utiles pour produire l'objet qui correspond au manque, ça marche. Alors les conquêtes d'indépendance, c'est génial dans le développement de l'enfant. La première des conquêtes, c'est l'appréhension. Oui, en latin, apprehendere, signifie littéralement se saisir d'un objet pour le ramener vers soi. Conquête incroyable. Prendre l'objet. Puis ensuite, il y aura la marche. Mais même avant la marche, il y aura le quatre pattes. Alors là, c'est génial. Possibilité, enfin, d'aller vers l'objet que je vise, alors qu'avant, je suis comme un âne, là, sur mon tapis. Il faut que j'attende que papa, maman, grand-mère, ou le chien, remarque que mon regard est porté sur le nounours rose qui est là-bas dans le coin et que j'aimerais bien, mais je peux pas. Alors, indépendance, à quatre pattes et machin, et j'arrive, la banane, quoi. Et puis un jour, je comprends que je ne vais pas pouvoir aller de Nantes à Lille à quatre pattes ou à pied. C'est-à-dire que, ok, je suis d'accord pour dire que l'indépendance, chaque fois qu'on est indépendant, on est autonome. Mais la réciproque n'est pas vraie. Être autonome ne peut pas signifier être indépendant, d'une manière générale et globale. Ça signifie, pour une grande majorité de notre rapport au monde, être capable d'utiliser la voie de la médiation sociale. Le sujet possède les moyens socialement requis pour activer les médiations sociales utiles. C'est la clé de l'insertion. Avoir les moyens d'activer des médiations sociales utiles. Et c'est vrai que c'est compliqué cette affaire, parce que ça suppose beaucoup d'éléments de compréhension qui peuvent échapper. On va voir par exemple que la déficience mentale, d'une manière générale des troubles cognitifs spécifiques, caractérisés par un déficit de représentation, vont priver le sujet. Il ne saura pas trouver l'endroit du monde où il pourra trouver la réponse, où il sera dans une fixité de la pensée qui lui empêchera de s'adapter. Donc c'est très important de se dire que surtout ne jamais confondre autonomie et indépendance. Aucun sujet ne saurait être indépendant. Et chaque fois qu'il l'est pourtant, il peut se penser autonome. Mais c'est aussi ce qu'on supporte mal, vous l'avez peut-être vécu, au cours des hospitalisations. Vous étiez indépendant pour plein d'actes, votre toilette, enfin. Et puis, voilà, à l'occasion d'une séquence désastreuse de santé, vous vous trouvez... qu'est-ce que c'est dur de devoir appeler pour pisser. De sonner, là. Parce que vous vous dites, c'est dingue, quoi, j'en suis là. Alors j'en profite, Monsieur Brisé, parce que là, on va avoir bientôt une pause par rapport au fait que c'est dur de s'arrêter de pisser. Et je sais qu'il y a des questions qui viennent, donc si vous le permettez, qu'on puisse continuer à discuter l'un à côté de l'autre. Et je pense qu'en plus, on a une petite surprise pour vous. Enfin, il me semblait qu'on avait une petite surprise. Si vous voulez bien me rejoindre. Ah, je suis très en retard alors. Ah, super. Merci. Et c'est exactement le jaune qu'il me fallait.
Attendez, j'ai juste un truc à montrer, parce que sinon je vais mourir. Bon, c'est dommage, je voulais vous faire le coup de ma théorie de l'accompagnement, c'était beau. Ah, bah alors, oui, mais je pourrais pas le faire de là-bas, parce que si j'ai pas le schéma, ça va être incompréhensible. Mais c'est pas grave, je vais avancer, rassurez-vous. Ouais, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que autour du sujet, ce que je suggère en tout cas, c'est de réfléchir à l'accompagnement. Je suis pour le soin par l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est 7 positions possibles. Ce sont des positions qui toutes ont une valeur, en quelque sorte, particulière. Au-dessus, la surveillance, à la place du sujet, la suppléance, en dessous, le soutien, en arrière, le suivi, en avant, la guidance, et à côté, en renfort, l'appui, quand vous prêtez le bras à quelqu'un pour qu'il avance. Et puis enfin, la dernière, le point de fuite, en coopération, c'est-à-dire côte à côte. Et ce que je veux montrer et démontrer, c'est que l'idéologie contemporaine autour du soin nous met en tête qu'il y a des positions qu'il faudrait absolument éviter, voire supprimer. Et là, je ne suis pas d'accord. Pour moi, ce que je pose comme idée, c'est que toutes ces positions sont possibles à être mobilisées à un moment donné dans l'accompagnement du sujet, à une seule condition, c'est qu'on cherche à l'impliquer à chaque fois sur ce qu'on est en train de faire. Par exemple, moi j'ai passé des contrats avec des familles pour, en tant qu'équipe accompagnant, psycho et éduc, les remplacer lors des réunions de parents d'élèves, littéralement y aller pour eux, en leur disant « Est-ce que vous êtes d'accord qu'on le fasse ?» Pour des parents qui n'étaient pas en capacité de se présenter à l'école dans cette position terrible d'être le parent, pas seulement le parent d'élève, mais souvent le parent d'un mauvais élève. Alors on y allait pour eux et on passait un genre de deal qui était de dire la prochaine fois on verra, puis la fois d'après on verra, vous viendrez peut-être avec nous, puis peut-être qu'à un moment on se dira c'est bon. Mais on ne se sentira pas humilié pour avoir la surveillance, par exemple, c'est pareil, quoi. La surveillance, c'est une position possible si vous la posez comme étant un veillé sûr. Et puis, voyez ce fameux soutien. Il y a des moments où un sujet humain, ça ne peut pas tenir debout tout seul. Par exemple, dans un statut comme celui d'élève, parce que ça intègre tellement d'éléments, ça réclame tellement du côté du normatif, que le sujet, il n'y arrive pas. Alors, il faut littéralement être là pour l'aider à tenir le coup. Donc, je milite, je vais arrêter, je milite pour la réhabilitation de l'idée de prise en charge. À condition qu'on entende la prise en charge comme une posture de départ, c'est celle de tous les humains, comme nous avait expliqué Winnicott, préoccupation soignante, moi auxiliaire et holding, il n'y a pas un seul sujet humain qui soit né en dehors d'une prise en charge. Mais comme c'est une posture de départ, c'est une posture donc à dépasser. Et on travaillera à la dépasser. Je monte un dernier truc et puis après je m'arrête. Petit conseil bibliographique, connaissez peut-être déjà, c'est Paul-Claude Racamier. Il dit « Le soin est un entourage. Pour mieux dire, il est un entourement. Il lui faut un espace, il lui faut un cadre. Le soin est un processus. Or, il n'y a pas de processus qui puisse se dérouler dans le vide ou dans l'abstrait. Là encore, il lui faut un cadre. Ce cadre, nous voulons qu'il soit clair et qu'il soit vivant. » Et puis mon petit bonhomme, musée de la piscine, et ce texte que je vous oblige à lire.
On fera d'ailleurs une évaluation. Tous ceux qui n'auront pas lu, ils ne seront pas remboursés. Ça date de 1962. Ça s'appelle la carence de soins maternels, réévaluation de ses effets. Et là-dedans, vous avez Ashford, c'est un collaborateur de Baldwin, mais regardez les noms. Harlow, Lebovici, Margaret Mead. Je ne peux pas vous dire ce que ça a dit, mais là, il y avait un exemple. Je vais le laisser le temps que j'aille m'asseoir, mais ça permet de bien débrouiller un aspect qui a été repris par Madame la psychiatre avant moi. C'est l'idée qu'il faut qu'on se remette bien d'accord sur les défauts de traduction à propos de soins maternels, soins maternants, moi ce que j'appelle les soins premiers, et l'idée que l'accueil de l'enfant, ça concerne des adultes accueillants. Et ce n'est pas une spécialité réservée aux mères. On est en train de vivre un moment là de rematernalisation de l'accompagnement du jeune enfant. Il va falloir qu'on réagisse. Et là, ils expliquent entre autres que c'est aussi par moment une évidence que le milieu familial n'est pas suffisant pour élever un enfant. Au contraire, il est établi que certains enfants ne font de progrès maturatifs que s'ils sont éloignés du milieu familial. Je vais m'asseoir. Merci beaucoup, professeur. Merci. Alors, le DITEP comme préoccupation, la préoccupation continue ou le refus d'abandonner, on avait, je vous en prie, on avait aussi vu dans un texte que vous m'aviez envoyé, c'était l'intérêt du dispositif pour le sujet, et c'est qu'un seul ne suffira pas à le supporter, et que c'est là où le DITEP devient une institution soignante. Quel lien avec le soin et quel lien avec le care avant qu'on entame les questions avec la salle, hein, donc institution soignante, le lien avec le care et le soin, s'il vous plaît. Tenez, prenez le mien. Merci. Ouais, c'est un aspect important, mais je pense que, bon, là j'ai affaire à des professionnels, donc ils l'ont sans doute compris, ne serait-ce que du côté de l'expérience. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que il faut qu'on arrête de parler de relation d'aide, de croire que c'est la relation d'aide qui est le moteur du travail qu'on peut faire. Moi, je propose justement de passer de la relation d'aide au dispositif d'accompagnement, c'est-à-dire au fait que chacun prenne acte du fait, c'est dur d'ailleurs, hein, qu'on ne peut pas soigner tout seul, quoi, que c'est pas possible, qu'on n'y arrive pas, hein, qu'au mieux on s'épuise, et puis au pire on fait des bêtises. Donc ça ne peut être, c'est ce que veut dire Racamier quand il dit l'entourement, quoi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être dans l'encerclement du sujet, mais il s'agit d'être dans cette possibilité-là, déjà de le supporter à plusieurs. On sait bien qu'ils sont, certains d'entre eux, insupportables. Mais c'est précisément parce qu'ils le sont qu'il faut qu'on s'y colle à plusieurs. Et moi, ce qui m'avait plu dans le dispositif, ce qui m'avait intéressé, c'est que quand j'ai commencé comme psycho en 1979, à la sauvegarde de l'enfance, j'ai été sidéré de voir à quel point j'étais seul dans mon bureau. Et j'ai fini par comprendre que, alors, il y avait le psychomote qui traitait le corps, il y avait l'orthophoniste qui lui apprenait à parler, il y avait le psycho qui s'intéressait à son Oedipe, il y avait les éducateurs qui... Et puis à un moment, j'ai dit basta, quoi. On va faire autrement parce qu'on ne va pas s'en sortir, quoi. Donc, le dispositif, le point de départ du dispositif, c'est de dire on ne peut soigner que dans un cadre soignant impliquant une équipe de soignants. Alors justement, parce que là, on nous dit aussi, dans une question de la salle, dans quelle situation le refus d'abandonner peut-il être une force et dans quel cas peut-il devenir un obstacle à l'épanouissement personnel ou à la réussite ?
Vous avez 2 heures. Ouais. Non, mais je comprends la question. Moi, j'imagine que la personne ne parle pas de son épanouissement personnel et de sa réussite. Une force, c'est ce que je viens de dire, quoi. Moi, je reste convaincu que le plus difficile pour ces jeunes-là, ceux qu'on appelle les incasables, je vais faire une définition. Incasables, c'est tous ceux qu'on n'arrive pas à transformer en cas qui nous arrange. Parce que chaque structure, elle a sa... Alors ça s'appelle des modalités d'admission, des machins, bon. Mais elle a sa représentation de ce qu'elle peut vouloir accepter ou pas accepter. Puis il y en a qui ne rentrent pas. Alors j'ai un très beau petit PowerPoint où j'ai dessiné tout ça, c'est rigolo. Et puis il y a ceux qu'on n'arrive pas à transformer en cas qui nous arrange, quoi. Alors ceux-là, ils restent un peu dans le vide, hein. On en parlait là tout à l'heure. Ceux-là, ils sont en train de circuler, là. J'ai aussi la théorie du vide social, hein. Il y a des enfants là qui sont rattachés à rien. Le dispositif, c'est la possibilité de les faire circuler. C'est la possibilité aussi de se dire, il y a des moments où ça tient, il y a des moments où ça ne tient pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait un pas quand même s'il n'est pas tout à fait acquis, mais vous vous rendez compte, souvenez-vous les vieux, là, il y en a, hein, j'ai vu. Puis de toute façon, on les repère, c'est comme le maroilles, là, l'odeur. Mais combien de fois on s'est retrouvé en équipe, vous voyez, en réunion de synthèse, avec un cas là, sur le dos, là, et à se dire, mais bordel, on peut pas, enfin, on n'avait pas la possibilité de transformer, par exemple, un accueil de jour en placement, une possibilité d'hébergement, enfin, c'était une folie, quoi. C'est-à-dire, on laissait des gamins dans des situations dingues, tout ça parce qu'on n'avait pas la possibilité de construire des ressources utiles autour d'eux, quoi. Et ça, c'était dur, quoi. Mais à d'autres moments, il a raison, là, le sujet là, qui pose la question. J'ai bien précisé, quoi. Une des vraies questions, il y a 2 questions importantes. Celle qui a été posée par le médecin psychiatre, c'est l'évaluation. Ça, c'est une question importante, hein. Ne jamais intervenir si vous n'avez pas une évaluation. Et c'est un vrai métier d'évaluer, de construire une évaluation. Mais il y en a une autre, hein, c'est une vraie question aussi, c'est à quel moment on lâche ? À quel moment on peut lâcher ? Et c'est la question géniale pour moi, en tout cas c'est ce qui m'anime, mais moi je travaille qu'une seule chose, c'est à la séparation. Voilà. Je veux que tous ces mômes, là, à commencer par mes enfants et tout ça, puissent se séparer. Et la séparation, c'est pas la rupture. Eh bien, merci beaucoup.